Qu'est-ce qui vous vient en tête lorsque vous entendez le mot activiste ? Peut-être que vous avez l'image de jeunes qui jettent de la peinture orange sur les vitres d'un Van Gogh, ou encore de personnes en gilet fluorescent qui se collent les mains au bitume un lundi matin pour bloquer une autoroute. Et cette image que l'on a très souvent des activistes est certes celle qui est la plus visible, la plus médiatisée, mais ce n'est qu'une toute petite partie émergée de l'iceberg. En réalité, être activiste, c'est faire toute une multitude de choses très différentes que peut-être certains d'entre vous font déjà. C'est signer des pétitions, c'est créer ou relayer des campagnes sur les réseaux sociaux, c'est participer à des marches, c'est aussi faire de la vulgarisation des enjeux scientifiques dans la presse, ou encore faire du lobbying dans les couloirs des parlements. Bien aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les activistes, dans toute la diversité de leurs actions, sont indispensables si on veut maintenir des conditions de vie habitables sur cette planète. Et c'est pas uniquement moi qui le dis. Le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, l'affirme aussi. L'activisme peut faire advenir le changement sociétal que les scientifiques exhortent à faire advenir depuis des décennies, auprès des gouvernements comme des entreprises. En gros, si on ne les bouge pas, les gouvernements et les entreprises ne bougeront pas. Et pour vous illustrer ça d'une manière très concrète, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une campagne que je mène pour protéger l'océan face à la menace d'une industrie encore trop peu connue du grand public, l'exploitation minière des fonds marins. Alors je sais, dit comme ça paraît pas très sexy, mais en réalité c'est un sujet qui est absolument fascinant et qui plus est nous concerne tous et toutes. Et avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais vous faire plonger un instant dans ce monde incroyable des abysses. Ce qu'on appelle l'océan profond, c'est l'océan qui démarre à 200 mètres et se termine vers 11 000 mètres de profondeur. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on mettait l'Everest tout au fond de l'océan, eh bien, on ne le verrait pas. Il faudrait plonger 2000 mètres sous la surface avant d'apercevoir son sommet. L'océan profond, c'est le plus vaste écosystème de notre planète. 71% de la surface de la Terre, c'est l'océan. Et 90% de cet océan, c'est l'océan profond. Donc si vous pensiez que les abysses sont anecdotiques ou ne vous concernent pas, détrompez-vous. En plus d'être le premier écosystème sur Terre, l'océan profond, c'est aussi une pièce centrale du puzzle climatique. L'océan absorbe la majorité des gaz à effet de serre que l'on émet dans l'atmosphère, loin devant les forêts. Et c'est dans les profondeurs que ces gaz sont stockés. En d'autres termes, les abysses sont un petit peu notre coffre-fort à carbone. Plutôt utile donc en pleine crise climatique. Et ce qui est complètement fou, c'est que le plus vaste écosystème de notre planète a moins été étudié et cartographié que la surface de la Lune, et même celle de Mars. Les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir 10 millions d'espèces dans les grandes profondeurs, dont 90% n'ont pas encore été décrites. L'image que l'on a longtemps eue des abysses comme un espace complètement vide de vie est en réalité totalement fausse. Chaque nouvelle expédition dans les profondeurs nous démontre le contraire et amène avec elle son lot de découvertes, de nouvelles espèces toutes plus incroyables les unes que les autres. Par exemple, certains types de méduses qui vivent dans les grandes profondeurs sont les seuls animaux connus sur cette terre à être biologiquement immortels. Elles sont capables de bloquer le vieillissement de leurs cellules et de les régénérer. C'est pas incroyable ? Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les scientifiques qui travaillent sur la recherche médicale ou pharmaceutique s'intéressent beaucoup aux écosystèmes des grandes profondeurs, notamment parce qu'on y trouve des molécules qui aujourd'hui sont utilisées dans la recherche contre certains types de cancers. Or, malgré ce manque énorme de connaissances sur les grands fonds marins, et malgré l'importance centrale de ce patrimoine commun à toute l'humanité, une poignée d'entreprises minières est dans les starting blocks pour miner le fond de l'océan. Tout ça pour en extraire des métaux, comme du cobalt, du nickel ou du manganèse, en se dissimulant derrière un soi-disant besoin de miner les fonds marins pour les transitions énergétiques.
besoin pourtant réfuté par les scientifiques indépendants. Et face à cette industrie sur le point de naître, l'exploitation minière des fonds marins, la communauté scientifique internationale tire la sonnette d'alarme et appelle les gouvernements à mettre en place un moratoire international. Concrètement, appuyer sur le bouton pause, le temps pour eux de mener leurs recherches, de mieux étudier les écosystèmes des grandes profondeurs et aussi de mieux appréhender les impacts de cette industrie. Impacts que les scientifiques craignent être irréversibles. Car avec l'exploitation minière des fonds marins, il faut s'imaginer de gigantesques moissonneuses-batteuses, d'énormes machines qui racleraient les plaines abyssales, perforeraient les montagnes sous-marines, détruiraient des écosystèmes entiers en rayant de la carte des espèces, pour la plupart encore inconnues, des scientifiques, et tout ça en risquant de perturber la fonction de puits de carbone de l'océan, qui nous a garanti jusqu'ici la stabilité du climat. Quand j'ai découvert ce sujet, un peu par hasard, en 2019, j'étais étudiante en école de recherche en sciences politiques, et ma première réaction a été un choc. Genre, attendez 2 secondes. Là, on a des entreprises minières qui, après avoir détruit des écosystèmes entiers sur Terre, veulent maintenant détruire l'océan, notre plus grand puits de carbone, tout ça pour des métaux dont on n'a même pas besoin. Comment est-ce qu'on peut laisser faire ça? Et surtout, comment ça se fait que personne n'en parle ou même n'est au courant? Et ce choc, ça a été un point de départ pour moi. Et sachant que je viens des Alpes, j'étais plus proche des glaciers que des poulpes des abysses. Donc autant vous dire que j'ai dû passer beaucoup de temps à lire et à me former sur le sujet. Puis progressivement, sans vraiment le conscientiser, j'ai quitté le monde académique pour faire de l'activisme mon métier. J'ai d'abord commencé par rejoindre les scientifiques, les océanographes, les biologistes marins, puis les ONG, les experts, les communautés locales qui travaillaient sur le sujet. Bref, j'ai commencé à plonger dans les abysses et je vais pas vous mentir, à développer une légère obsession. Parce que, entre nous, c'est quand même pas tous les jours que l'on a l'opportunité d'empêcher le démarrage d'une toute nouvelle industrie destructrice. Et donc, d'empêcher tous les impacts qu'elle aurait en cascade sur le vivant et sur le climat. Alors face à cette menace, on a commencé à créer une coalition pour défendre les abysses face à l'appétit de ces quelques industriels. Avec des ONG, des scientifiques, des parlementaires, des experts juridiques, des journalistes et des milliers de citoyens sur les réseaux sociaux, j'ai commencé par ce qui était le plus proche de moi, la France. À cette époque, le président français était en faveur de l'exploitation minière des fonds marins qui pouvait démarrer dans les eaux territoriales. Et l'enjeu de la position française est loin d'être anecdotique. Tout d'abord parce que les eaux françaises représentent 11 millions de kilomètres carrés. C'est la 2e aire maritime au monde en termes de surface, après les États-Unis. Et deuxièmement parce que, comme les États-Unis ne font pas partie des négociations internationales, la France est la première puissance maritime à pouvoir peser sur l'exploitation minière des fonds marins dans les eaux internationales. La première étape, ça a été de travailler main dans la main avec les scientifiques pour vulgariser et expliquer leurs travaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans des marches ou dans des conférences. On a fait en sorte de sortir le sujet de l'ombre pour l'imposer sur le calendrier politique. La deuxième étape, ça a été d'interpeller nos décideurs. En ligne, on a par exemple codé un outil pour automatiser l'envoi d'emails pré-rédigés au gouvernement, lui demandant d'écouter les scientifiques et de s'opposer à l'exploitation minière des fonds marins. Pour l'anecdote, on a été plus de 13 700 à envoyer cet email au président français, et c'est ça qui nous a permis d'obtenir nos premiers rendez-vous avec le gouvernement. Et puis, en parallèle, on a commencé à travailler avec des parlementaires pour rédiger une proposition de loi visant à instaurer le moratoire dans les eaux françaises. Et on ne s'est pas arrêté d'alerter partout où on pouvait sur les dangers de l'exploitation. Et 10 mois plus tard, victoire. En novembre 2022, le président français annonce que la France soutient l'interdiction complète de l'exploitation minière des fonds marins. Et en janvier 2023, notre proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale avec une majorité absolue. En moins d'1 an, on avait réussi à opérer un virement de bord à 180 degrés de la position française.
D'abord à interdire l'exploitation minière des fonds marins dans les eaux françaises, donc à protéger 11 millions de kilomètres carrés des impacts irréversibles qu'elle causerait, et à faire de la France un leader dans la protection des grands fonds marins dans les eaux internationales. Grâce à cette victoire, j'ai commencé à me rendre dans les négociations internationales qui se déroulent à l'Autorité internationale des fonds marins. C'est une entité de l'ONU qui est basée en Jamaïque, et ces négociations sont particulièrement tendues. Parce que en face de nous, on a des lobbies miniers et des entreprises qui font tout pour accélérer le processus et donc miner les fonds marins le plus vite possible. Mais malgré ça, en un an, et grâce à ces efforts collaboratifs sur tous les continents, on a réussi à faire en sorte que 24 pays soutiennent le moratoire et à créer un mouvement global d'opposition à cette industrie, de ces gouvernements, mais aussi d'entreprises, d'institutions financières, de banques, d'assurances, d'acteurs de l'industrie de la pêche ou encore des institutions européennes. Et grâce à ça, on a réussi, en un an, à renverser le rapport de force. Les entreprises minières n'ont pas obtenu le feu vert qu'elles poussaient pour obtenir, et à cause de ce mouvement global d'opposition, leurs investisseurs claquent la porte, les uns après les autres, en leur faisant perdre des millions de dollars en bourse. Mais même si ces victoires d'étape ont permis d'empêcher le démarrage de l'exploitation, la menace place toujours. Et le combat est loin d'être terminé. Et peut-être qu'on ne le gagnera pas, peut-être qu'on n'arrivera pas toujours à les arrêter et que l'exploitation démarrera, mais je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer. Dans le contexte environnemental actuel, je crois vraiment qu'on n'a pas d'autre choix que de tout faire pour tenter de protéger notre dernier rempart face à l'emballement de la crise climatique et sa biodiversité incroyable. Et si je voulais vous raconter cette histoire aujourd'hui, c'est parce que face à la crise environnementale, on a tous tendance à se sentir impuissants. Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle face à cette crise qui est bien plus grande que moi? C'est l'histoire d'un tout petit David face à un gigantesque Goliath qui avance inéluctablement. Et bien face à ça, cette histoire m'a convaincue de deux choses. La première, c'est qu'on peut avoir un impact immense pour limiter les dégâts si on fait barrage aux projets climaticides, en empêchant la construction d'un nouveau pipeline ou la forêt en face de chez nous ou celle de l'océan à des centaines de milliers de kilomètres. Et la deuxième chose que cette histoire m'a apprise, c'est que vraiment rien n'est impossible. Si on s'organise, si on crée des liens entre nous, si on rejoint des mouvements auxquels on croit, si on participe à des actions concrètes pour interpeller nos décideurs politiques ou économiques, et si on devient des milliers de David, on peut réussir à faire bouger les lignes. Et rappelez-vous qu'à la fin de l'histoire, c'est David qui gagne contre Goliath. Merci beaucoup.